Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence de Jury Travail où nous aborderons donc le sujet des élections du CSE. Bon nombre d'entreprises voient les mandats des premiers CSE arriver à leur terme et vont être amenés à organiser de nouvelles élections pour renouveler les instances représentatives du personnel. Et c'est ce qui nous a amené à traiter ce sujet aujourd'hui. Donc, avant d'entamer cette webconférence, juste quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord un très grand nombre d'actualités, un très grand nombre d'articles, sur l'actualité juridique. Mais c'est surtout un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire très riche. Base documentaire que nous avons souhaité rédiger dans un langage très clair. Et cet abonnement vous donne également accès à nos juristes qui répondent directement par téléphone à vos questions. Et nous vous transmettrons un lien qui vous permettra de tester ce service à la fin de cette webconférence. Alors, Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Borgel, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc, bonjour à vous, Maître, et merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, nous avions mis à votre disposition un formulaire pour vous permettre de transmettre vos questions sur le sujet. Donc, je les ai transmises à Maître Borgel et nous allons donc y répondre au cours des 45 prochaines minutes. On essaiera de se tenir au timing, même si le sujet est quand même vaste. Alors, vos questions donc ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, l'obligation de l'organisation des élections, le calendrier électoral, le protocole d'accord préélectoral et également le processus électoral. Et vous avez également donc à l'écran les coordonnées de Maître Borgel. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour tout conseil juridique. Donc, je vous propose d'entamer directement avec notre première partie sur l'obligation de l'organisation des élections. Donc, pour commencer, Maître, pouvez-vous nous rappeler quelles entreprises sont concernées par les élections du CSE et quand doivent-elles les organiser? Oui, alors par rapport à cette question, effectivement, comme ça a été dit, c'est l'ordonnance du 22 septembre 2017. C'est depuis 2017 qu'a été créé le Conseil économique et social. Donc, c'est en remplacement des comités d'entreprise, des délégués du personnel et du comité d'hygiène, santé, sécurité. Et ce qui a réduit en réalité, en pratique, parfois dans les entreprises, le nombre des représentants du personnel. Donc, les entreprises concernées, ce sont bien celles qui ont plus de 11 salariés ou pendant 12 mois consécutifs. Et les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Évidemment, il y a un accord de branche ou d'entreprise qui peut fixer une durée de mandat comprise entre 2 et 4 ans. Et les élections, elles doivent être également organisées au moins 6 mois après un PV de carence si un salarié ou une organisation syndicale en fait la demande. Et c'est également le cas lorsque le CSE a perdu au moins la moitié des titulaires ou si un collège n'est plus représenté dans le cadre d'élections partielles alors. Donc, les élections doivent être organisées aussi au niveau de l'entreprise ou de l'union économique et sociale, c'est-à-dire au niveau des différents établissements qui la composent, l'union économique et sociale. Et donc, les comités d'établissement et un comité social et économique central sont constitués, selon le Code du travail, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, comprenant au moins 2 établissements distincts.
Donc, je ne vais pas rentrer dans la question de comment déterminer un établissement distinct, c'est un peu complexe, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus. En tout cas, c'est souvent un accord qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Et en l'absence d'accord, ça peut être une décision de l'employeur, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Il peut y avoir aussi, comme on l'a dit, des élections partielles qui doivent être organisées à l'initiative de l'employeur. Comme c'est écrit sur le slide, au moins la moitié des titulaires ne sont plus présents. Et ces élections, ces événements, en fait, doivent intervenir moins de 6 mois avant la fin des mandats. Parce que si c'est dans les 6 mois avant la fin des mandats, il vaut mieux continuer, en fait, le fonctionnement du CSE dans la suite, jusqu'au bout, en fait, jusqu'au terme des mandats. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question qui se pose pour les entreprises qui étaient un petit peu à la limite de créer un CSE, donc ils venaient juste de dépasser les 11 salariés il y a 4 ans. Si l'effectif de l'entreprise est repassé en dessous des 11 salariés à l'échéance des mandats, ces entreprises doivent-elles réorganiser des élections? Alors, en réalité, il faut que l'effectif de l'entreprise soit resté en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois. Et c'est seulement dans ce cas que le CSE n'est pas renouvelé. C'est la condition primordiale. Autre question sur la prorogation des mandats. Ça s'est beaucoup vu en passage en CSE. Comment peut-on proroger donc les mandats et peut-on le faire en toutes circonstances? Oui, alors ça s'est vu pendant la mise en place du CSE parce que c'était l'ordonnance qui l'avait obligé. Donc, c'était un cas spécifique et c'était bien une prorogation automatique ou de réduction par accord collectif ou par décision de l'employeur après consultation des instances représentatives en place. Mais ça, c'était que pour les premiers CSE. Sinon, de manière générale maintenant, pour tous les CSE, il faut évidemment un accord spécifique de prorogation de mandat, c'est comme ça que ça s'appelle, et cet accord doit être conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, et ça doit être un accord unanime. C'est vraiment très spécifique dans la négociation collective de l'accord de prorogation des mandats. Et donc, c'est bien toutes les organisations représentatives dans l'entreprise qui doivent être d'accord pour la prorogation des mandats. Ensuite, dans quel cas il faut le faire? À part le cas du CSE, premier CSE en 2017 jusqu'en janvier 2019, où le seul cas possible, c'est en cas de transfert d'entreprise lorsque les entités transférées conservent leur autonomie. Donc, c'est par exemple 2 sociétés qui fusionnent, mais il y en a une qui conserve son autonomie. Donc, dans ces cas-là, il faut que pour que les 2 entreprises, les 2 unités, dans le cadre de transfert d'entreprise, pour les représentants du personnel arrivent à la même date, il y a un accord de prorogation des mandats pour l'une des entités. Alors, c'est important que cet accord soit bien unanime et qui dise expressément que c'est pour proroger les mandats et pas seulement, par exemple, pour décider le report des élections professionnelles, ça ne suffit pas. Les conséquences, si on n'a pas un accord unanime ou si on n'a pas un accord valablement conclu, il peut y avoir des conséquences importantes. Donc, le défaut de renouvellement du CSE est susceptible de constituer un délit d'entrave. Et la deuxième conséquence importante, c'est que toutes les délibérations adoptées par le CSE qui est resté en place, si elles peuvent être invalidées s'il y a un contentieux sur ces délibérations. Donc, par exemple, la consultation d'un comité sur le licenciement d'un salarié protégé a été considérée comme non valable parce que parce qu'il n'y avait pas eu d'accord de prorogation des mandats et voilà, donc même la décision de l'inspection du travail avait été invalidée à cause de ça. Effectivement, donc bien respecter et faire les choses dans l'ordre. Alors, parlons maintenant du calendrier électoral. Quelles dates doivent être prises en compte pour établir le rétroplanning et
comment établir du coup ce rétroplanning des élections et quels sont les délais qui doivent impérativement être respectés? Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est assez bien fait là, le résumé, mais bon, je vais reprendre un peu tous les points. Donc, c'est bien l'employeur qui informe le personnel tous les 4 ans de l'organisation des élections par tout moyen. Quand on dit tout moyen, ça permet de conférer une date certaine à cette information aux salariés. Et c'est dans le cas d'un document diffusé qui précise aussi la date envisagée pour le premier tour, parce que la date, c'est les élections, le premier tour des élections doit se tenir au plus tard le 90e jour suivant la diffusion. Donc, par tout moyen, ça signifie aussi, par exemple, affichage, mail à tous les salariés ou intranet de l'entreprise, mais il faut bien être sûr que tous les salariés ont accès à l'intranet. Donc, si c'est à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale, l'employeur engage le processus électoral dans le mois suivant la réception de cette demande. Et donc, il doit inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes des candidats. Voilà. Alors, la seule exception, c'est pour les petites entreprises de 11 à 20 salariés. L'employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole à la condition qu'au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l'information aux salariés. Donc, voilà, c'est assez important que dans les petites entreprises, il faut quand même qu'il y ait d'abord un salarié qui soit prêt à être candidat avant d'inviter les organisations syndicales à négocier. Autre date importante, je ne sais pas si elles sont sur le slide, mais c'est qu'il doit y avoir un second tour au plus tard 15 jours après le premier tour. Et lorsqu'il s'agit uniquement du renouvellement des CSE, c'est ce qui se passe actuellement dans les entreprises, l'employeur doit engager le processus électoral au minimum 2 mois avant la fin des mandats en cours et au maximum 90 jours avant la date du premier tour. Bon, ça, on l'avait déjà dit. Et autre date qui peut être intéressante, c'est quand le processus électoral est engagé et qu'un procès-verbal de carence a été établi. La demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 6 mois après l'établissement de ce procès-verbal. Donc, ça veut dire que ça a été rajouté aussi dans les ordonnances de 2017. Ça veut dire qu'il faut attendre 6 mois avant un procès-verbal de carence pour demander l'organisation des élections. Voilà, ça c'est pour les dates. Très bien. Alors, Christiane nous pose une question et ce sujet va être abordé très rapidement dans la partie du protocole d'accord préélectoral sur les CSE par établissement. Alors, donc, nous abordons donc cette nouvelle partie du protocole préélectoral. Quelles organisations syndicales doivent-ils convoquer pour négocier cet accord? Alors, comment inviter les organisations syndicales, nous demande Virginie également, et que se passe-t-il si aucune OS ne vient négocier? Oui, alors, les syndicats qui sont intéressés à négocier le protocole électoral, donc c'est l'employeur qui doit les inviter, mais il faut savoir de qui il s'agit. Donc, il y a 2 sortes de syndicats en réalité. Les premiers, c'est ceux qui sont représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement. Donc, ce sont ceux qui sont affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel. Donc, ça, on les connaît, c'est les étiquettes syndicales habituelles. Il y a également les syndicats qui sont simplement présents dans l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui couvrent le champ professionnel ou géographique de l'entreprise. Et c'est ceux-là qui doivent répondre à 2 conditions supplémentaires. Il faut qu'ils aient été légalement constitués depuis au moins 2 ans et ils doivent remplir les critères d'indépendance et de respect des valeurs républicaines. Alors, ce sont des critères qui appartiennent aussi aux organisations syndicales représentatives qui sont connues au niveau national et interprofessionnel, mais ceux qui n'ont donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les syndicats représentatifs et les syndicats présents dans l'entreprise. Donc, une fois que l'employeur a identifié, les a invités, si aucune organisation syndicale n'a répondu à l'invitation de l'entreprise pour négocier le protocole, l'employeur peut fixer seul les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.
Et il peut le faire même sans recourir à l'administration, s'agissant de la répartition du personnel dans les collèges et des sièges entre les différentes catégories de personnel. Et si jamais il n'y a pas eu de participation à la négociation par les organisations syndicales, l'employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux. Dans le cadre de carence des syndicats aussi, l'employeur doit quand même organiser un premier tour de scrutin. Donc, même s'ils ne sont pas manifestés, en réalité, les syndicats peuvent quand même présenter des candidats au premier tour. Ça, c'est possible. Hein. Et à défaut d'accord unanime sur le nombre et la composition des collèges électoraux, il faut appliquer les dispositions légales. Bon, ça, on va y revenir sur les questions de composition et nombre des collèges électoraux. Voilà, c'est bien tout ce qui concerne les modalités d'organisation et des déroulements des opérations électorales, c'est bien le tribunal d'instance qui est compétent, tribunal judiciaire, maintenant on dit, ou alors l'employeur qui peut fixer seul ces modalités. Mais bon, ce qui est certain, c'est que l'employeur, en envoyant les invitations à toutes les organisations syndicales représentatives, soit localement, soit au niveau national, il peut maintenant, dans les syndicats localement, les unions départementales, il y a des personnes qui sont chargées, quand ils reçoivent l'information, d'aller dans l'entreprise pour au moins participer à la première réunion de négociation. Ça arrive que ça permet de faire rencontrer les syndicats aux entreprises. Mais ça arrive aussi qu'il y ait personne qui vienne parce qu'ils n'ont personne qui soit présent. Disponible à ce moment-là, oui. Alors, il y a Adrien qui pose une question. Si aucun syndicat présent dans l'entreprise, vers qui se tourner? Justement, vers les confédérations syndicales ou les unions locales de syndicats. Pour la négociation, pour le protocole d'accord préélectoral, ça passe obligatoirement par les syndicats ou une décision unique de l'employeur si aucun syndicat ne s'est déplacé. Alors, il y a, je vais juste reprendre quelques petites questions rapides, mais je pense que c'est des personnes qui ne vous ont pas forcément entendu ou qui sont peut-être arrivées un petit peu plus tard. Vous pouvez nous rappeler les règles, ou les seuils de nombre de salariés pour lesquels on ne convoque les syndicats à la négociation du protocole d'accord préélectoral que s'il y a eu au moins un candidat. C'est entre 11 et 50 salariés, c'est bien ça? Entre 11 et 20. Et entre 11 et 20 salariés, voilà. Donc, oui. Sinon, vous avez obligatoirement convocation à la négociation des syndicats. Ça peut être à l'initiative, ça je l'ai peut-être dit un peu rapidement, mais ça peut être à l'initiative d'une organisation syndicale qui parce qu'un salarié l'a contacté, soit le salarié demande lui-même à l'employeur d'organiser les élections professionnelles, soit en réalité, un salarié peut aller voir un syndicat qui, lui, demande à l'employeur d'organiser l'élection professionnelle. Tout à fait. Alors, maintenant, évoquons le contenu de ce protocole d'accord préélectoral. Quels sujets doivent être négociés au cours pour la rédaction de cet accord? Oui, alors là, vous avez fait des petits ronds là, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de choses dans le protocole préélectoral. Donc, il y a les modalités générales d'organisation, de déroulement des opérations électorales, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, la détermination de la répartition des électeurs dans les collèges électoraux. Enfin, d'abord, c'est déjà ce qu'il faut faire en premier en réalité. Et ensuite, on fait la répartition des sièges entre les différents collèges. Voilà. Il y a aussi la répartition des sièges entre les différents établissements lorsqu'il y en a plusieurs et les différents collèges. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est la proportion d'hommes et de femmes comportant chaque collège. Donc, c'est par rapport au dispositif de représentation équilibrée des femmes et des hommes. C'est un dispositif qui a été ajouté il n'y a pas si longtemps et qui pose parfois des difficultés parce qu'il manque c'est souvent les femmes qui manquent dans la liste électorale, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de faire travailler les représentants syndicaux sur cet aspect-là de représentation équilibrée.
Après, donc, vous avez ajouté tout ce qui concerne le mode de scrutin, les jours et heures de vote, l'affichage des listes électorales. Enfin, tout ça, c'est les contenus obligatoires du protocole d'accord préélectoral. Alors, la question aussi, c'était quelles sont les informations qui doivent être fournies aux organisations syndicales dans la Oui. négociation, oui. Excusez-moi. Donc, on a là-dedans, en fait, il faut avoir tout ce qui concerne les effectifs de l'entreprise. Les organisations syndicales doivent vérifier ça. Les effectifs par collège électoraux, la régularité des listes électorales. Donc, c'est vraiment important que l'employeur fournisse ces informations. Les organisations doivent avoir accès aux informations nécessaires pour faire un réel contrôle de la répartition du personnel et des sièges dans les collèges. Donc, pour ça, c'est soit le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales des années concernées pour permettre bien de voir l'exercice effectif de la consultation des organisations. On peut aussi communiquer aux syndicats des copies ou extraits de certains documents. Et si l'employeur considère qu'il y a des éléments confidentiels, eh ben, il enlève les documents confidentiels, comme par exemple tout ce qui concerne la rémunération des salariés. Lorsqu'on a des listes d'individus et de personnes avec la rémunération à côté, bon, bah, si l'employeur estime que c'est des informations confidentielles, il les enlève. Mais voilà, il faut que les syndicats aient pu avoir un réel accès aux informations qui sont sur la liste électorale. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a des questions sur la parité. On abordera la parité un petit peu plus tard, la parité des listes. Alors, quelles sont les conditions de validité du protocole d'accord préélectoral? Elles sont assez encadrées également. Oui, tout à fait. Alors, ça dépend du thème, mais tout ce qui concerne le nombre et la composition des collèges électoraux, là, il faut que ça soit l'unanimité des syndicats présents à la négociation. Donc, ça veut dire à la fois les syndicats présents dans l'entreprise, comme je vous expliquais tout à l'heure, et les syndicats représentatifs qui sont à la négociation. Donc, les collèges électoraux, c'est par exemple, il en existe au moins deux, les ouvriers employés d'une part et les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise d'autre part. Il peut y avoir un collège spécifique, troisième collège pour les ingénieurs et cadres, mais c'est vrai que ça dépend vraiment des entreprises. Donc, pour tous les autres sujets, il faut, pour la validité du protocole préélectoral, il faut la double majorité, c'est-à-dire que les signataires du protocole doivent représenter une majorité syndicale, c'est-à-dire la majorité en nombre des organisations syndicales ayant participé à la négociation, et une majorité électorale, c'est-à-dire les organisations syndicales représentatives qui avaient recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Ça, c'est la validité des accords collectifs de droit commun. Mais pour le protocole préélectoral, donc il faut la condition de la double majorité, syndicats présents à la négociation et syndicats qui ont une majorité majoritaire, qui ont une majorité électorale lors des dernières élections. Oui, ce qui est intéressant dans le protocole préélectoral, c'est qu'il peut y avoir aussi des dispositions plus favorables que ce que prévoit la loi, parce qu'évidemment, dans le Code du travail, là, tout ce que je vous dis, c'est quand même indiqué dans le Code du travail aussi. C'est assez réglementé, comme vous disiez. Donc, il peut y avoir d'autres dispositions, comme par exemple une augmentation du nombre de représentants du personnel à élire, des créditeurs supplémentaires ou pour uniquement les candidats, en plus pour préparer les élections, tout ça. Et il peut y avoir aussi la suppression de la condition d'ancienneté pour être électeur ou éligible. Bon, ça, ça permet, le fait de négocier un protocole, ça permet qu'il y ait des dispositions qui sont un peu plus favorables que ce que prévoit la loi. On peut également négocier sur la formation des élus ultérieurement, entre autres inclure les suppléants dans la formation. Et ça, ça peut être très, très utile, et rajouter des volets de formation qui ne sont pas forcément financés par l'employeur, les rendre obligatoires et financés par l'employeur ultérieurement. Oui. On peut penser à ce genre de détails également. Oui, il y a des accords de droit syndical qui prévoient aussi des formations pour les
les élus, mais en réalité, c'est vrai que le mettre dans le protocole préélectoral, c'est encore mieux parce que ça permet d'en avoir aussi pour les candidats ou pour ceux qui viennent d'être élus. Donc, c'est tout à fait adapté, oui. Alors, donc Corinne nous pose une question sur les élections en distanciel et justement, nous allions aborder ce mode de scrutin. C'est vrai qu'avec le Covid, le télétravail s'est énormément déployé dans les entreprises où il était possible. Et donc, pour rappel, il y a 3 types de scrutins qui sont possibles. Le scrutin en présentiel, le vote à distance, enfin par courrier, pardon, et enfin le vote électronique. Et pour rappel, je ne sais plus si vous l'avez dit, maître, pas de procuration pour les élections du personnel. C'est dans ce type de scrutin, ce n'est pas permis. Et donc, concernant le vote électronique, doit-on obligatoirement passer par un prestataire et le choix du prestataire doit-il être validé au préalable par les représentants du personnel? Oui, alors pour répondre à votre question, effectivement, donc le vote par courrier, c'est ce qu'on appelle le vote par correspondance. Alors, le vote électronique, en lui-même, il peut être mis en œuvre aussi bien sur le lieu de travail qu'à distance également. On peut le faire, c'est ça l'intérêt aussi du vote électronique. C'est-à-dire que c'est un vote par correspondance, mais en fait, en utilisant le vote électronique, c'est-à-dire par Internet. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a des prestataires qui sont agréés par le ministère et c'est vrai qu'il vaut mieux passer par un prestataire, surtout que c'est une charte assez complexe, notamment depuis l'intervention de la CNIL, qui est intervenue à plusieurs reprises. D'abord, le 21 octobre 2010, il y avait la première délibération qui avait pour objectif d'affirmer les principes généraux comme la confidentialité, l'intégrité du vote, et elle fixait des obligations minimales. Et donc maintenant, il y a une délibération plus récente qui date du 25 avril 2019, de la CNIL toujours, qui, suite à l'entrée évidemment en application du RGPD, vous savez, pour la protection des données, et notamment devant l'extension continue du vote par Internet à tout type d'élection. Alors, il y avait aussi eu une consultation de professionnels, d'experts pour améliorer toute la sécurité des solutions par voie électronique. Et cette délibération de 2019 de la CNIL, elle propose des outils. Sur son site internet, vous pourrez aller voir, c'est assez bien fait. Donc, comme je vous disais, ces règles sont assez exigeantes et c'est pour ça que c'est plus intéressant de passer par un prestataire. Mais toutes sortes d'élections maintenant passent par les prestataires, notamment par exemple dans les congrès des organisations syndicales, confédérales. Maintenant, c'est des votes électroniques. Avant, c'était des papiers et tout ça. Et maintenant, ils peuvent eux-mêmes passer par un prestataire, mais le jour du congrès, quoi, le jour du vote, voilà, sur place, il y a un prestataire qui permet de faire un vote électronique. Et dans les entreprises, donc c'est bien un décret en Conseil d'État qui a tout fixé. Et il peut y avoir aussi un accord d'entreprise. Donc, la possibilité de recourir au vote électronique par accord d'entreprise ou accord de groupe même. Dans ces cas-là, l'employeur, et s'il n'y a pas d'accord, c'est l'employeur qui peut décider lui-même pour, le cas échéant, les élections partielles qui se déroulent au cours du mandat. Donc, tout ce qui concerne le cahier des charges pour respecter les dispositions réglementaires doivent être établis dans le cadre de l'accord d'entreprise ou à défaut par l'employeur. Et ce cahier des charges doit aussi être tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ou mis sur l'intranet lorsqu'il y en a un. Il faut bien qu'il y ait une tentative loyale de négociation sur le vote électronique pour après que l'employeur le mette en place directement par décision unilatérale. Il faut quand même qu'il y ait une vraie négociation loyale. L'accord sur le collectif, sur le vote électronique, donc qui est quand même une vraie négo, est vraiment distinct du PAP. Et en pratique, il doit d'abord être fait, cet accord sur le vote électronique, avant le protocole préélectoral. Ce que j'appelle le PAP, c'est le protocole préélectoral. Oui.
Donc, et c'est dans le protocole préélectoral, hein, on en a parlé tout à l'heure, la négociation est spécifique, mais il est indiqué que l'accord sur le vote électronique a été conclu à telle date. C'est 2 accords distincts. Et d'ailleurs, l'accord sur le vote électronique, c'est un accord collectif de droit commun. Il faut que ce soit les syndicats majoritaires qui le signent. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les conditions de validité, mais c'est vraiment un accord collectif de droit commun. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste quelques petites questions. S'il y a des accords sur le protocole, que se passe-t-il et peut-on repousser les élections? Alors, on ne peut pas les repousser comme ça de manière tacite, puisque je vous disais tout à l'heure, il faut vraiment un accord de prorogation des mandats et il faut que ça soit un accord unanime avec des conditions particulières. Donc, la mise en place des élections professionnelles, elles peuvent être faites si vraiment il y a une carence des syndicats, il n'y a pas de négociation du PAP, ça sera mis en place à l'initiative de l'employeur. Oui, via une décision unique de l'employeur. C'est bien ça. Oui. Alors, que je remonte un petit peu les questions. Il y avait une question sur les collèges et justement, c'était le sujet que nous allions aborder. Concernant les collèges les collèges électoraux, peut-on revoir leur nombre? Dans quelles conditions peut-on avoir un collège unique? Il y avait une question, alors je ne la retrouve plus, il faut remonter un petit peu trop, mais tout à l'heure, d'une personne qui parlait d'une entreprise où il y avait un cadre pour 30 employés. Enfin, c'était en gros cette proportion-là. Et une autre question de Jeanne qui demande si on doit obligatoirement ajouter un 3e collège cadre lorsqu'une entreprise comprend au moins 25 ingénieurs et cadres, quel que soit son effectif. Oui. Alors, on va reprendre un peu les définitions. Donc, le collège électoral, c'est un groupe de salariés qui appartient à l'entreprise, votant en commun pour élire ses propres représentants du personnel. Donc, par exemple, les ouvriers, les cadres, les agents de maîtrise ou les techniciens. Donc, le Code du travail prévoit quand même que toute entreprise, quel que soit son effectif, doit mettre en place un collège réservé aux cadres. Lorsque le nombre des ingénieurs, cadres de services ou cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de cette constitution ou de ce renouvellement. Donc, c'est ça, pour répondre à votre question, c'est ça, il faut avoir 25 cadres pour qu'il y ait un collège cadre spécifique. Le Code du travail donc fixe lui-même le nombre de collèges, mais il peut y avoir des modifications par accord collectif et entre l'employeur et les organisations syndicales. C'est dans le cadre du PAP, évidemment. Et donc, la répartition des électeurs dans les différents collèges électoraux et des sièges entre les collèges, ça s'effectue par voie d'accord. Et c'est bien cet aspect-là pour lequel il doit y avoir un accord unanime. Donc, c'est bien pendant la négociation du PAP et c'est toutes les organisations intéressées qui peuvent participer au débat. Et parmi elles, toutes les organisations syndicales représentatives qui devront signer le protocole qui prévoit cette disposition sur les collèges électoraux. Donc, on est bien sur un collège unique qui est prévu dans le Code du travail, mais uniquement lorsqu'il y a l'élection d'un seul représentant du personnel. Donc, évidemment, il y a un collège unique quand il y a un représentant unique du personnel et en réalité, ça concerne les établissements de 11 à 24 salariés aussi. Il y a un titulaire et un suppléant. Mais sinon, pour le collège unique, il faut que ça soit prévu dans le cadre d'un accord unanime. Et c'est quand même assez rare puisque à partir de 25 cadres, il faudra de toute façon un collège cadre. Ce qui a décidé la jurisprudence, c'est que lorsqu'il y a un syndicat affilié à la CFE-CGC, donc c'est le syndicat national interprofessionnel qui concerne que les cadres. Donc même si jamais il y a un collège unique, dans ces cas-là, la CFE-CGC qui concerne que les cadres peut quand même participer à l'élection du collège unique parce qu'il regrouperait les cadres et les autres salariés de l'entreprise. Voilà. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup, maître.
Alors, nous abordons donc maintenant le processus électoral. Qui peut voter et qui peut être candidat? Alors là, vous voyez le résumé sur le slide. Alors, qui peut voter? Donc, ce sont bien les salariés qui ont minimum 16 ans, minimum 3 mois d'ancienneté, ne pas être déchus de ses droits civiques. Sont exclus les intérimaires, le chef d'entreprise ou un salarié assimilé au chef d'entreprise. Les salariés mis à disposition pendant moins de 12 mois consécutifs. Bon, alors c'est vrai qu'on a vraiment simplifié là, parce que tout ce qui concerne Oui. les salariés mis à disposition, il y a beaucoup de jurisprudence, notamment dans les grands groupes qui utilisent en fait les entreprises sous-traitantes, et il y a beaucoup de salariés mis à disposition qui sont dans les entreprises pendant des mois et des mois. Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça qu'il y a ce délai de 12 mois consécutifs. Mais de toute façon, il y a un échange entre l'entreprise sous-traitante et l'entreprise qui organise les élections professionnelles pour avoir la liste des salariés concernés. Et ça fait partie, comme c'est des listes de salariés, des éléments qui doivent être donnés aux représentants du personnel, enfin aux organisations syndicales lors de la négociation du PAP. Donc, c'est un peu complexe. Alors, pour être candidat, là, vous avez aussi le résumé. Il faut être électeur de l'entreprise, avoir minimum 18 ans, minimum 12 mois d'ancienneté, ne pas être déchu de ses droits civiques. Et donc, sont exclus les salariés qui ont un lien de parenté avec le chef d'entreprise. Bon, là aussi, il y a la jurisprudence qui est parfois un peu rigolote, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Alors, vous pouvez nous donner un petit exemple? Là, de toute façon, c'est-à-dire sur la que jurisprudence rigolote. oui, non, mais c'est-à-dire que non, là, enfin, en réalité, je n'avais pas d'exemple concret, mais évidemment, quand il y a un lien de parenté avec le chef d'entreprise, il faut le démontrer, et c'est souvent dans les petites entreprises que ça peut exister. Mais voilà, j'ai pas l'exemple précis désolée. à vous dire. Alors, une question qui nous avait été également envoyée par un de nos internautes qui manifestement souhaite se présenter. Les candidats bénéficient-ils du statut d'élu, enfin du statut de salarié protégé, pardon, et pendant combien de temps? Oui. Alors, les candidats, donc, à partir du moment où ils ont fait œuvre de candidature, ils bénéficient du statut de salarié protégé. Alors évidemment, s'ils sont élus, après ils deviennent élus représentants du personnel. Donc évidemment, ils deviennent salariés protégés. S'ils ne sont pas élus, je crois que c'est 6 mois pendant lequel ils bénéficient du statut de salarié protégé. Mais la plupart des candidats sont élus, dans la mesure où parfois, certaines entreprises, les organisations syndicales ont des difficultés à trouver des candidats. Donc, ou parfois, ils présentent des listes qui sont incomplètes aussi. Donc, c'est pour ça que ceux qui sont candidats, présentés dans les listes, ça dépend des contextes de chaque entreprise, mais la plupart sont élus, soit titulaires, soit suppléants, mais ils sont élus. Il y a effectivement souvent des carences de candidatures, et c'est un peu quand même à déplorer. Alors, dans quelles conditions justement doit-on organiser un second tour? Donc, on a vu que le premier tour était réservé aux organisations syndicales. Et quand le deuxième tour est-il obligatoire? Alors effectivement, donc les listes doivent être présentées par collège et ne peuvent comporter que des salariés électeurs dans ce collège. Il doit y avoir sur les listes pas plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Comme je vous disais, le problème, c'est plutôt de remplir la liste. Mais ça dépend, ça dépend des contextes. Et il doit y avoir des listes différentes pour les candidats titulaires et les candidats suppléants. Il y a également une obligation de respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes lorsque la liste est préparée par une organisation syndicale. Parce qu'il y avait une question là-dessus. Alors effectivement, il y avait une question là-dessus et c'est moi qui l'ai zappée. Pardon. Oui.
Alors, là, vous avez exactement les règles, mais tout ça est bien établi aussi lors de la négociation du protocole aussi, parce que comme on a les listes des électeurs, on peut savoir le nombre de proportions, enfin la proportion homme-femme dans chaque collège, et après par rapport à la répartition du nombre de sièges dans les différents collèges. Donc là, on vous a mis des exemples et des précisions. Est-ce que vous voulez que je détaille ce qui est indiqué dans ce slide ou Alors, lecture élémentaire? niveau temps, on est un peu court et je rassure tout le monde, vous aurez la présentation. Et donc, ça répond à une question qui était posée tout à l'heure sur le fait qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on doit faire des listes à 50-50? Non, on respecte la proportion femmes-hommes par collège électoral. Donc, et vous aurez donc tout le détail de calcul exactement et des arrondis que vous trouvez sur cette slide. Oui, alors comme je vous disais aussi, il y a le monopole syndical pour le premier tour. Et c'est seules les organisations syndicales qui sont invitées à la négociation du protocole qui sont habilitées à présenter les syndicats. Les candidats, oui. Les candidats, pardon. Les candidats. Donc, il y a l'organisation du second tour. C'était ça la question que vous m'aviez posée tout à l'heure? Quand doit-on organiser un second tour? Oui, c'est ça. Donc, le premier tour des élections professionnelles n'est valable que du point de vue de la désignation des représentants à élire, que si le nombre de votants est au moins égal à moitié des électeurs inscrits sur la liste électorale. C'est ce qu'on appelle le quorum, en fait. Et c'est bien en l'absence de quorum atteint au premier tour qu'un second tour est organisé. Et il y a d'autres possibilités pour organiser un second tour. C'est lorsqu'il n'y a eu aucun siège qui n'a été pourvu à l'issue du premier tour, faute de candidats présentés par les organisations syndicales, ou alors lorsque le nombre total des candidats de toutes les listes présentées par les organisations syndicales au premier tour ne permet pas de pourvoir tous les sièges. Donc ça, c'est une jurisprudence qui l'a prévue. Et même s'il ne reste qu'un seul siège à pourvoir. Et lorsqu'un siège réservé n'a pu être attribué à l'issue du premier tour, en l'absence de candidat de la catégorie concernée. Donc, dans la mesure où les élections de chaque collège ont lieu séparément, comme on disait, des listes de titulaires suppléants pour chaque collège, le second tour peut être partiel, c'est-à-dire que c'est uniquement sur un scrutin qui manquait des élus. Donc, il peut y avoir un second tour que pour les sièges restant à pourvoir sur la liste des suppléants, par exemple, si tous les sièges de la liste des titulaires sont déjà pourvus. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on organise un second tour. Ce n'est pas forcément pour tous les scrutins. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a plein de questions. Vraiment, c'est un sujet qui vous intéresse et ça me fait plaisir. Si les candidats sont exclusivement masculins, comment se passe-t-il pour la proportion femmes-hommes au sein du collège? Donc, Katialine, comme le précisait Maître Borgel, ce n'est valable que pour les listes du premier tour au niveau des syndicats. Et après, bon, ça dépend de la proportion femmes-hommes existante dans votre entreprise. Mais c'est le premier salarié qui n'a pas le bon sexe par rapport à la répartition est considéré comme non élu, surtout s'il y a contestation des élections. C'est ça, il faut qu'il y ait une contestation des élections pour dire que la répartition équilibrée homme-femme n'a pas été respectée, soit parce que dans ce qui avait été prévu dans le protocole n'a pas été respecté, soit il n'y a pas eu de candidats femmes sur la liste. Mais c'est vrai que si c'est contesté, et d'ailleurs depuis la mise en place de cette représentation équilibrée, il y a eu des contestations parce que certains syndicats n'avaient pas présenté de liste hommes-femmes, et il y a déjà eu des contentieux, c'est déjà monté jusqu'à la Cour de cassation. Donc en réalité, c'est un point auquel il faut vraiment faire attention. Et si c'est pas bon, et ben ça peut être contesté, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, petite question de Magali, dans les petites structures, si aucun syndicat ne présente de candidat, comment fait-on? Alors que ce soit dans les petites structures
ou dans les plus grosses, enfin même si c'est plus rare dans les grandes entreprises que les organisations syndicales ne présentent pas de liste, là vous passez directement au deuxième tour qui est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de premier tour. S'il y a carence de candidature au premier tour, on passe directement au deuxième tour. Et Jonathan, si nous n'avons qu'une seule femme dans une société de 40 personnes, comment ça se passe? Eh bien, il y a un petit encart sur la slide à l'écran où j'avais noté que si pour un collège, l'un des deux sexes obtient un résultat inférieur à 0,5, selon les règles de calcul qui sont décrites au-dessus, on peut choisir de présenter, enfin vous dans votre cas, si cette femme veut être candidate, elle peut se présenter, mais vous pouvez très bien ne présenter que 2 hommes. Enfin, je ne sais pas, 40 personnes, j'ai plus en tête si c'est 2 ou 3 élus, je ne sais plus. Mais voilà, enfin, vous pouvez présenter que des hommes ou 2 hommes et une femme si la femme souhaite se présenter. Alors, Magali, et ensuite on avancera. C'est la dernière question que je prends parce qu'on est déjà en retard, je suis désolée. Dans le cas où il n'y a pas de syndicat candidat au premier tour, doit-on faire un PV de carence avant de faire le second tour? La réponse est oui, je crois, maître. Oui, il faut d'abord faire de toute façon le premier tour parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les syndicats peuvent présenter, même si ils sont pas présents à la négociation du PAP, ils peuvent quand même présenter des candidats au moment du premier tour, en fait, au moment où il est indiqué qu'ils doivent présenter des listes. Oui, mais là, c'est en cas de carence de candidature au premier tour. Il faut établir le PV de carence avant d'organiser le second tour. Oui, alors, mais d'abord, oui, en fait, il faut faire un PV de carence, mais il n'est pas. Oui, enfin, ça, c'est la question qui est abordée un peu plus tardivement, Oui. un peu plus loin sur le PV de carence. Donc, c'est à la fois au premier tour et au second tour que l'obligation existe, en fait. En pratique, il y aura donc carence lorsqu'au premier tour, aucune candidature n'a été présentée par les syndicats, ou bien lorsque le quorum n'a pas été atteint, et qu'au second tour, aucun candidat ne s'est manifesté. Donc, la carence doit toujours être constatée le jour du second tour du scrutin, en fait. Ce n'est pas au premier tour. Il n'y a pas de PV de carence au premier tour, puisqu'il faut faire attendre qu'il y ait des candidats non affiliés au syndicat au second tour. Donc, c'est surtout le jour du second tour que doit être constatée la carence. Très bien. Alors, comme vous avez répondu quand même à la question sur la carence, on passe rapidement sur la question sur la représentativité syndicale. Comment se calcule-t-elle? Parce qu'ensuite, c'est très important dans le cadre de la négociation d'accord d'entreprise ultérieurement. Oui. Donc, les résultats du premier tour doivent être enregistrés par l'employeur parce que ça détermine l'audience des syndicats et l'audience aussi des représentants syndicaux qui doivent eux-mêmes avoir eu bien 10% de votants sur leur personne pour être désignés ensuite délégués syndicaux. Mais en ce qui concerne les syndicats, il faut qu'il y ait le calcul de leur représentativité lors du résultat du premier tour des élections des titulaires du CSE. Donc, c'est uniquement sur les scrutins des titulaires du CSE qu'on regarde les chiffres par liste syndicale et qu'on constate l'audience syndicale qui permet ensuite, par rapport aux règles de la négociation collective où il faut 30% d'audience syndicale, donc des syndicats minimum pour avoir un accord majoritaire. Enfin, je ne rentre pas dans les détails des conditions de validité d'un accord collectif, mais c'est important de calculer, d'avoir le résultat de chaque syndicat et pour qu'on arrive, pour savoir s'ils sont en capacité en réalité de signer, si leur signature est importante au moment de la négociation d'un accord collectif de droit commun. Donc, le résultat du premier tour des élections des titulaires doit être proclamé pour connaître l'audience des syndicats dans l'entreprise.
Très bien. Alors, Blandine, oui, s'il y a carence de candidature syndicale, on ne fait pas de premier tour dans ce cas-là. Voilà, dernière question avant de continuer, parce que là, on commence vraiment à être très en retard. Je pense qu'on devrait terminer vers 15 heures. Je suis désolée pour tous. J'espère que vous n'êtes pas trop pressés. Alors, comment contester maintenant les résultats des élections professionnelles, enfin comment contester des élections professionnelles, pas tant les résultats d'ailleurs que d'autres raisons. Pour quelles raisons peut-on le faire et quelles sont les conséquences? Oui, alors là, vous avez quelques informations résumées. Donc, le premier délai, c'est 3 jours uniquement si la contestation porte sur l'établissement de la liste électorale. Donc, dès qu'elle est affichée, la liste électorale, ceux qui veulent la contester, ils n'ont que 3 jours pour le faire. Mais en réalité, le délai le plus important, c'est 15 jours après la proclamation des résultats des élections professionnelles. C'est celui-là le plus important. En réalité, on peut saisir le tribunal, c'est le tribunal judiciaire maintenant, avant la proclamation des résultats, quand la contestation porte sur la liste électorale ou sur le contenu du protocole préélectoral, par exemple. Mais même si on saisit avant la proclamation des résultats, il faudra ressaisir de toute manière au moment de la proclamation des résultats lorsque le processus électoral a été à son terme. Ça veut dire qu'en réalité, quand on saisit le tribunal dans un délai, dans le délai de 3 jours par exemple, ou dès la signature du protocole préélectoral, on voudrait le contester, donc c'est avant les résultats, hein. Et comme le processus a été prévu dans le protocole, même s'il est contesté, l'employeur continue à faire le processus électoral et on est parfois, il arrive très souvent même, qu'on soit convoqué devant le tribunal alors que les élections ont eu lieu et que les résultats ont été proclamés. Donc, ceux qui contestent le protocole, ils doivent aussi à la fois parce qu'ils n'ont pas été signataires du protocole, mais quand même, le protocole a obtenu la double majorité nécessaire. Donc, ils doivent aussi contester les résultats dans le délai de 15 jours après la proclamation des résultats, parce que sinon, de toute façon, s'ils ne le font pas, les résultats seront agréés, enfin seront valables s'ils n'ont pas contesté aussi les résultats. Alors, les raisons pour contester les élections professionnelles, il y en a beaucoup. Je vais vous donner un exemple important, c'est par exemple le non-respect des principes du droit électoral. C'est tout ce qui concerne ces principes, c'est le fait qu'il doit y avoir la signature du procès-verbal des élections par les membres du bureau de vote et la proclamation des résultats immédiatement après. Donc ça, c'est les principes de droit électoral. Donc c'est par affichage ou en salle de vote en présence des électeurs. Donc c'est ce qu'on appelle la publicité du scrutin. C'est une formalité très importante et si elle n'est pas respectée, on peut faire tomber complètement les élections professionnelles et elles sont annulées et il faudra les recommencer. Donc il y a plusieurs types aussi. Comme je vous avais dit, on peut aussi contester les collèges électoraux. Et lors de la préparation des élections, en réalité, il y a 2 phases à distinguer qui concernent tout d'abord celle pour déterminer le nombre et la composition des collèges électoraux. Donc là, c'est la compétence du tribunal. Et tout ce qui concerne la répartition du personnel et les sièges à pourvoir entre les collèges, ça relève de l'autorité administrative. Donc, il peut y avoir double compétence ensuite. Enfin, la compétence, elle est exclusive pour le tribunal judiciaire et l'autorité administrative, mais en réalité, en pratique, on doit d'abord saisir l'autorité administrative et ensuite, si elle ne s'est pas prononcée, dans les temps, on saisit aussi le tribunal judiciaire. Et si les deux sont saisis en même temps, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Dans ces cas-là, si l'inspecteur du travail se prononce avant le tribunal judiciaire, on se retrouve dans la situation où, dans ces cas-là, il faut de toute manière que l'autorité administrative procède à la répartition du personnel suivant les collèges prévus par la convention collective ou à défaut suivant les collèges légaux.
et la saisine ultérieure du juge n'empêche pas l'application de la décision de l'autorité judiciaire. Là, comme je vous le disais, le processus électoral peut continuer, même si le juge a déjà été saisi. Et la deuxième possibilité, si le juge se prononce avant que l'inspecteur du travail n'ait pris sa décision, c'est le jugement qui s'impose à l'autorité administrative qui répartit les sièges et le personnel suivant le nombre de collèges fixés par le juge. Donc ces questions-là, c'est quand même un peu complexe, mais on arrive à suivre entre les différentes compétences administratives et judiciaires sur le... Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, juste la dernière question à aborder aujourd'hui. À l'issue des élections, quand et à qui doit-on transmettre les PV des résultats des élections, sachant donc que, comme nous l'avions mis sur la slide sur le calendrier électoral, ça doit être effectué au maximum 15 jours après la proclamation des résultats du second tour. Oui, alors là, ça aussi, c'est assez récent avec la mise en place du CSE, l'ordonnance de 2017. Il y a un arrêté ministériel qui réforme la procédure d'envoi des procès-verbaux à l'administration du travail, parce qu'avant, il fallait envoyer des versions papier, tout ça. Maintenant, c'est une procédure dématérialisée, une télétransmission via un téléservice, un portail qui s'appelle électionprofessionnelle.travail.gouv.fr. Donc, c'est assez simple. Il y a toute une notice explicative. Et donc, il y a même eu un décret ultérieur, le 14 décembre 2019. Donc, depuis, il ne faut même plus les envoyer à l'inspection du travail parce que c'était obligatoire d'envoyer tout à l'inspecteur du travail. Maintenant qu'il y a cette voie dématérialisée, on doit l'envoyer par la voie dématérialisée qui, comme ça dépend du ministère du Travail, ensuite le répercute à l'inspection du travail locale. Donc, c'est pour ça que c'est pour éviter les doublons qu'on envoie tout par ce même biais. Alors, par contre, s'il y a une carence totale, là, il faut toujours envoyer à l'inspection du travail du département de l'entreprise. Hein. Et maintenant, donc, comme je vous disais, il suffit de transmettre le procès-verbal des élections au prestataire qui agit pour le compte du ministre chargé du travail dans les 15 jours suivant la tenue des élections au moyen du formulaire homologué. Donc, c'est assez simple. Hein. Et donc, c'est un centre de traitement des élections professionnelles qui ensuite relaie l'information à l'inspection du travail. Et alors, pour ceux qui font encore les PV d'élections professionnelles en version papier, il y a une adresse qui est indiquée pour envoyer en version papier. Alors, c'est quand même recommandé de l'envoyer en recommandé et ça s'appelle le CTEP, Centre de traitement des élections professionnelles. Voilà. Et l'adresse, elle est à Rouen, mais bon, on le trouve sur le site du ministère. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Maître. Alors, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions qui arrivent, mais on va devoir s'interrompre parce qu'on est quand même très en retard. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez obtenu de bon nombre de réponses à vos questions. Et je vous invite vivement à consulter nos différents dossiers qui existent sur le sujet sur le site Jury Travail. Marine vous a transféré certains liens, je pense, au cours de la conférence. Alors, n'hésitez pas à contacter également Maître Borgel. Je vous remets également ses coordonnées à l'écran pour tout conseil supplémentaire. Donc, si vous avez encore des questions, et là j'ai vu que Marine l'avait transmise tout à l'heure, plus de l'ordre de l'information juridique et puis dans le but aussi de tester notre service juridique, vous pouvez poser votre première question gratuitement via le lien que Marine vous a transmise. Alors, ensuite, alors, je suis désolée, là, je commence à fatiguer aussi, ça a été un peu plus long que d'habitude. Alors,
On vous transmettra effectivement dans quelques jours un email avec la vidéo et vous aurez accès au support. Et voilà, j'espère vraiment que cette webconférence vous a plu. Et pour m'assurer de votre satisfaction, Marine va vous transmettre un petit lien pour nous donner votre avis. Et ça compte beaucoup, ça nous permet de nous améliorer pour la suite. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui aura lieu le 11 octobre à 14 heures sur un sujet radicalement différent. Puisque nous évoquerons cette fois-ci l'augmentation et la diminution de capital. Et vous avez également le lien pour vous inscrire qui vient de vous être transmis. Donc, merci encore, Maître Borgel, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi et j'espère à très bientôt. Merci. Alors, c'est vrai que c'est des questions un peu complexes parfois, mais il y a des spécialistes de toute façon qui peuvent répondre aux questions. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. À bientôt. Merci à tous d'avoir assisté à cette webconférence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence de Jury Travail. Au revoir à tous. Au revoir.